Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi sur Orion Protocol, mythe ou réalité. Si vous l'avez loupé, je vous la remets en haut à droite de cette vidéo. On va parler Bitcoin, on va parler Grayscale et on va parler BitGet par rapport à un FUD qui tourne pas mal, notamment sur Twitter et sur différents réseaux sociaux. Donc je vais apporter ma pierre et les filles, j'ai tenté de répondre à beaucoup de personnes tout au long du week-end. Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas pour notre compte? Non, c'est pas différent de OKEx, c'est pas différent de Bybit, c'est pas différent de plein de choses. Puisque la France et notamment l'Europe refusent catégoriquement de pouvoir proposer des contrats à terme et des contrats futurs, notamment perpétuels ou contrats options, pour les Français, notamment pour les Européens. Et je vais vous expliquer tout ça en fin de vidéo, donc restez bien avec moi si vous voulez avoir ma représentation des faits sur ce sujet. On parle de tout ça, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien sur la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Lien dans la description, Discord, onglet documentation, c'est par ici. Côté Bitcoin, bon, on avait observé, on en avait parlé ensemble par rapport à cette trendline. Vous voyez cette petite trendline bleue ici, c'est pas compliqué. Structuration, confirmation, acceptation, stop à break-even. Si on doit chercher l'accélération, ce que ne veulent pas voir les bears, ce sont des réintégrations. Réintégration actif. Dès lors, on observe ici une Morning Star. Les Morning Stars, c'est généralement par rapport à des hauteurs de bougies. Donc, c'est 3 bougies. Vous prenez le haut, le bas par rapport à la clôture et vous allez chercher les extensions. C'est pas très compliqué. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on pourrait le faire sur un ratio de 1 pour A par rapport à la clôture de la bougie précédente, ici. Et on irait chercher les objectifs de prix aux alentours des 72 400 $. Aller chercher les poches de liquidité qui s'y trouvent, puisqu'on le voit sur nos indicateurs techniques par rapport à l'order flow. Ici, vous avez un paquet de liquidités qui attendent patiemment et également au-dessus des 75 000 $. On le verra juste après. Dès lors, c'est complètement jouable, notamment pour les institutionnels. Moi, personnellement, je suis sorti donc ce trade à break-even avec un TP qui avait été pris sur cette trendline-là. Donc, ce trade ne pouvait plus être pardon. Ne soyons pas trop gourmands et n'ayons pas raison trop tôt. Dès lors, on prendra le prochain. Le prochain, il se trouve ici aux alentours des 74 000, 75 000 $. Donc, je reprendrai un short juste ici et tenterai d'aller chercher le premier arrêt de tout le précédent mois aux alentours des 50 000 $, 52 000 $. Bon, c'était plutôt propre d'observer ceci, notamment en 4 heures. On a bien swing en fait cette trendline. Tantôt on va le chercher, tantôt on vient chercher le déséquilibre de marché, tantôt on revient ici structuré. On vient faire des jolies structures avec un petit wake-up shake du W en 4 heures ici. On tente maintenant l'accélération. C'est juste formidable et ça a été tout de suite corrélé par rapport à quoi? Par rapport aux ETF au compte en Bitcoin qui reprennent près de 200 millions de $ le vendredi, 113 millions de $ le jeudi, 40 millions de $ le mercredi de la semaine dernière. Bon, c'est clairement catalysant. Si vous voyez plus de rouge et vous voyez du vert, ici, plutôt du blanc, mais qui continue à s'empiler, c'est plutôt bullish et la pression acheteuse reste prédominante. Dès lors, le marché ira se nourrir de là où c'est le plus rentable pour lui. Quand on dit plus rentable pour lui, c'est toujours la même chose. Les échangeurs, les market makers ne vont pas se porter contrepartie de BlackRock. Il n'y a aucune logique là-dedans. Donc on sait qu'il y a des liquidités qui se trouvent plus bas. On ne va pas se mentir. On sait très bien qu'à un moment donné, on finira par aller chercher cette liquidité. Je vais essayer de la retrouver avec vous par rapport à mon petit pinceau, voilà, juste ici. On sait qu'il y a des liquidités sous des stops complètement évidents. Et je pense qu'on finira par aller chercher cette mèche-là, voire retourner sur le premier arrêt. Mais s'ils se portent contrepartie, les market makers ou les échangeurs de BlackRock, dès lors, ils doivent vendre une quantité astronomique de Bitcoin pour pouvoir supplanter la pression acheteuse pour aller chercher les liquidités plus basses. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc peut-être qu'on va chercher moins de liquidités, mais ça coûte beaucoup moins cher d'aller au nord que d'aller au sud, ici dans cette représentation, par rapport à l'order flow. On est toujours dans un range, qu'actuellement il n'y a pas trop de questions à se poser, on va chercher les extrêmes, on tente d'acheter les extrêmes, que ce soit en bas, et on essaye de vendre les extrêmes, que ce soit en haut, puisqu'on est toujours sur un range ici, et on le voit très bien notamment au weekly, entre les 74 200 $, si on vient clôturer une bougie en weekly au-dessus de ce prix-là, c'est plutôt bull. Oui, on attendra bien évidemment des accélérations, donc confirmation, acceptation et potentiellement une accélération. Et si c'est bear, on viendra chercher et clôturer en dessous des 64 500 $. Et actuellement, c'est clairement pas ce qu'on voit, tout simplement. Donc les extrêmes n'y sont pas. On vient chercher de la liquidité, on reste patiemment positionné dans un magnifique range, plutôt avec un momentum haussier. Donc on peut jouer des petits plays, mais la contre-tendance reste extrêmement délicate et il ne faut pas être trop gourmand sur de la contre-tendance, bien évidemment. Donc, quand on en avait parlé la semaine dernière, où j'ai eu pas mal de commentaires assez houleux, mais c'est normal, on fait réagir et c'est comme ça qu'on joue.
Vous vous êtes positionné maintenant, 60, enfin vous, quelques personnes ont dû se positionner à peu près sur ce breakout avec ce magnifique West Coast check ici par rapport aux 68 000, 70 000 $. Bon, on vient chercher des stops évidents qui sont un tout petit peu trop agressifs sur des leviers x20, sur des leviers x25, sur des leviers x15, et c'est clairement ce que l'AMF tente de nous éviter, hein, de se faire malmener sur des leviers peut-être trop exacerbés. Et ben c'est clairement, et ça n'a pas loupé, et puis on vient chercher tout le monde, et puis on retourne ce marché tout simplement quand le train est gentiment déchargé. Donc les signaux de clôture, ils sont actuellement weekly, ils sont clairement pas en daily, ni en 4 heures, ni en horaire, bien évidemment. Maintenant, si on fait un tout petit peu d'order flow, on voit qu'il y a pas mal de prises de liquidité qui sont en cours ici et qui sont en train d'être activées par rapport à du 24 heures. Donc c'est une petite poche de liquidité et ça coûtait beaucoup trop cher d'aller chercher celle qui se trouvait plus au sud. Bah, tant mieux, hein, c'est juste formidable. Il y avait des plays à prendre, la trendline a été maintenue. On continue en semaine ici avec des poches de liquidité qui se trouvent encore plus haut. On va attendre quelques secondes le temps que ça s'actualise, mais c'est clairement sous nos yeux et on devrait aller la chercher. Voilà, on commence déjà à aller la chercher, donc c'est plutôt poussif ici. Et si on part même en 3 mois, bah vous avez celle des 74 000 $, 75 000 $ avec une grosse poche de liquidité, bien sûr aidée par la pression acheteuse des ETF au comptant, qui permettrait potentiellement d'aller la chercher. Et c'est ici qu'il faudra se positionner quand le monde verra que ça y est, on est ultra boule, c'est super haussier et généralement le pire moment, puisqu'il faudra attendre les clôtures pour pouvoir se positionner. Les clôtures sont extrêmement importantes par rapport à ça. Bon, comme ça on a fait une petite représentation. Il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici jusqu'à 75 000 $, 76 000 $. Donc on peut aller la chercher, à réintégrer le range, aller chercher le premier arrêt de tout le précédent mouvement qui se sera tout simplement un tout petit peu apprécié, mais aucun problème avec ça. Je vise toujours ces 50 000, 52 000 $ pour pouvoir recharger, notamment sur mes altcoins et mes cryptoactifs préférés. De ce côté-là, il y a une information extrêmement importante que nous avons eue la semaine dernière et nous aurons une autre information très importante cette semaine. La première information, c'est le chômage. Je vous le dis souvent, la Fed regarde 3 choses particulièrement. 1, la croissance. 2, l'inflation. 3, le taux de chômage. Et le taux de chômage a été plutôt bon. On n'en avait pas parlé hier, la semaine dernière, mais ici, vous l'aviez eu donc vendredi. Et ben, c'est 3,8% au niveau du taux de chômage, donc on est en dessous des 4,1%. 4,1%, c'est un peu si vous voulez, au niveau du chômage. Pour Powell, je pense que c'est à peu près les mêmes choses que les 2% sur l'inflation. Il y avait quelque chose qui s'était passé en 2017, je vous en ai souvent parlé, par rapport à Powell, qu'il avait complètement retourné son fusil d'épaule en 2017, donc mi-2017, quand le taux de chômage avait dépassé les 4,1%. Donc à 3,9%. Il n'y a pas de chômage. Le marché de l'emploi est très puissant et très résilient aux États-Unis. Quand on avait passé les 4% et on était passé à 4,1%, c'était le branle-bas commun. C'est comme si on avait donné un coup de pied dans la fourmilière. Donc il y avait eu des réactions à ce moment-là et pas mal de turbulences, notamment au niveau des marchés indiciels, parce que Jérôme Powell avait un petit peu changé son fusil d'épaule et en étant beaucoup plus agressif, tout simplement. Donc bon, c'est pas très grave, mais en tout cas actuellement, ce qu'on est en train d'observer, c'est que résilience au niveau de l'emploi, notamment du côté US. Côté CPI, on l'aura donc demain, me semble-t-il, ou après-demain, je ne sais plus, voilà, c'est au niveau du CPI. Donc l'IPC, on l'aura mercredi 10 avril. Donc c'est pas celui-là hein, de façon prédominante que la Fed regarde. Ce que la Fed regarde principalement, c'est le PCE Core. Et le PCE Core, actuellement, il est toujours en décroissant. On a une espèce de range ici sur les 3%, et on s'était dit il y a plusieurs mois maintenant en arrière, que la Fed devrait, s'il initie un retournement de baisse des taux, et c'est clairement ce que Jérôme Powell a encore dit la semaine dernière, c'est que oui, la croissance, elle est forte, oui, l'inflation, elle est encore relativement soutenue, et on ne bougera pas tant que l'inflation sera trop haute, mais on continue à avoir 3 baisses de taux. Dans la même phrase, il a sorti un truc comme ça. C'est quand même assez incroyable, mais techniquement, il va faire ce qu'il dit, et jusqu'à preuve du contraire, il a toujours fait ce qu'il a dit, réunion après réunion, en fonction des informations qu'il avait. Donc il y aura très probablement 3 baisses des taux, on ne retournera pas à 2,5%, hein, je ne pense pas à la fin de l'année 2024, mais en tout cas 3 baisses de taux de 0,25 points pour donner un tout petit peu plus de lest, en tout cas une tendance par rapport à Wall Street, je ne pense pas ça complètement délirant. Donc on va très probablement le faire, et rappelons quand même qu'on est au-dessus du consensus initial par rapport à l'augmentation des temps où la planète entière avait fixé un taux à 4,5%. Et 4,5% au niveau du taux, des taux à 10 ans américains, c'est clairement ce que la Banque Centrale Européenne a initié. Donc la Banque Centrale Européenne est restée en fait sur cet objectif plafond hein, qui avait été initialement décidé, même si elle avait fait 3 mois plus tard, par rapport à ce que la Fed, elle, est parvenu à 5,5, 5,25, 5,5%. Donc on peut partir du principe qu'on est presque au-dessus de ce qu'on avait prévu par rapport à une augmentation des taux. Donc revenir à 4,75, 4,50, je ne pense pas que ce soit délirant, ce sera juste revenir par rapport au consensus, malgré le fait qu'on est parti faire quelques petits excès.
Donc ce sera complètement normal, il n'y aura pas trop de grabuge. La question à savoir, c'est est-ce que oui ou non, il y aura une cassure dans le marché, puisque la Fed aurait réagi trop tôt, trop faiblement. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le prédire ni le prévoir. Il faudra tout simplement attendre ces informations-là qui seront très catalysantes. Et le premier catalyseur qu'on pourra observer, ça peut être l'augmentation fulgurante au niveau des matières premières. Ça, généralement, c'est assez initiateur et assez représentatif, notamment du côté du pétrole et du Brent. Et vis-à-vis, alors là j'utilise les CFD par rapport au Brent, vous avez des structures qui sont en train de se mettre en place, donc on a l'impression qu'on est en récession, que je sais pas quoi, que c'est un petit peu difficile actuellement. Alors non, c'est pas difficile du tout, puisqu'il est plutôt sur des très très bonnes dynamiques, et ici si on vient à structurer des W en weekly, voire des W en mensuel, l'objectif ce sera d'aller chercher des AB égale CD, je vous le dis en toute franchise, et généralement des augmentations assez fulgurantes par rapport au prix du Brent, donc on pourrait très bien avoisiner d'ici la fin de l'année 2024 à $200, c'est pas bullish. Généralement, l'envolée au niveau du Brent, c'est clairement annonciateur et évocateur d'un crack ou d'une cassure au niveau de la dynamique interne vis-à-vis macroéconomique. Donc, on peut penser complètement le contraire pour dire s'il y a s'il y a une augmentation très forte au niveau du pétrole, c'est qu'il y a une demande extrêmement forte. La réponse est non. Généralement, c'est annonciateur d'un crack sans précédent dans le pricing d'une récession profonde, voire d'une dépression. Mais il faut le savoir comme ça, et ça se passe toujours comme ça, soit dit en passant. Si vous reprenez dans le passé par rapport à toutes les grandes fluctuations de marché, vous l'avez donc ici en 2008, vous l'avez donc ici en 2014-2013, avec une forte dégradation par rapport donc c'était très catalysé par rapport à la Crimée, lorsque les Russes avaient envahi la Crimée, et ça avait complètement catalysé et dynamisé une représentation du marché, notamment des plus grandes banques systémiques du monde, vers une récession dans les 12 mois, finalement, qui n'a pas eu lieu. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on a vécu tout au long de l'année 2023 et qu'on est en train de vivre en 2024. Pour l'instant, à rien nier, mais si on vient complètement catapulter le prix du Brent, à mon avis, ce sera annonciateur d'un très fort retracement et d'une forte récession à l'échelle mondiale. L'Europe y est déjà, les États-Unis n'y sont pas, et ça pourrait venir beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Et ça, ce qui est très intéressant par rapport à ces représentations techniques et graphiques, c'est qu'on le voit arriver. Non, il faut le savoir. C'est exactement la même chose que remettre en place une diminution des taux de façon graduelle. On le voit arriver. C'est quelque chose qu'on présente. Et on a l'impression que c'est une bonne nouvelle. Et généralement, c'est souvent le contraire qui se passe, tout simplement. L'objectif de la Fed par rapport à ce PCE Core, c'est tout simplement de le retrouver à 2. Donc actuellement, on est à 3,2. Si vous prenez du côté de Trueflation, qui reprennent ces indices-là, on est plutôt à 1,80, une forte cassure. Donc ça, ce sont tout simplement des données qui sont réactualisées, mais plutôt en temps réel, alors qu'au niveau du PCE Core, c'est annualisé et actualisé sur certains postes, notamment comme l'immobilier à 12 mois. Donc ça prend toujours du temps, mais c'est clairement la direction qu'on peut prendre sur les 12 prochains mois. C'est du 1,80, tout simplement. Donc nettement en dessous des deux. Après, ce qu'il faudrait éviter, c'est la déflation. Parce que si on rentre en déflation, c'est un petit peu ce qui se passe notamment du côté de la Chine actuellement, même s'il y a quand même de la croissance. Mais c'est plutôt une déflation par rapport au marché intérieur chinois, notamment du côté de l'immobilier, notamment du côté de l'automobile, etc. Et c'est difficile, notamment pour les marchés actions, parce qu'il n'y a plus de visibilité par rapport à des objectifs de croissance, tout simplement. Voilà, je vous ai fait un petit point macroéconomique. Je pense que c'était important, puisque la moralité de cette histoire, c'est que actuellement, rien n'indique une dépression, rien n'indique une récession, rien n'indique en fait des corrections, tout simplement. Donc si rien n'indique à ce moment-là, jouons le momentum, et le momentum est jusqu'à preuve du contraire complètement haussier. Pour regarder du côté des options, puisqu'il y a une polarisation, et dans les ranges, on se polarise systématiquement entre les bulls et les bears. On est toujours au sein d'un range, on le voit ici, notamment, on va repasser en weekly, on le voit très très bien, donc borne basse, borne haute, donc on range depuis maintenant plusieurs semaines, presque un mois maintenant, et vous avez en fait des objectifs de price action, si vous voulez, par rapport à des protections qu'on peut prendre, notamment sur les contrats options. Donc, je vous le dis en toute franchise, je regarde de façon extrêmement attentivement ce type de data, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on voit des strikes, les strikes sont généralement des couvertures. Je vous m'explique comme suit. Vous avez deux strikes. Un, les bulls vont jouer plus tôt, donc on se met plutôt dans le momentum. Les bulls vont prendre les 80 000 $ pour fin avril. Mais les bears sur les strikes vont plutôt jouer les 50 000 $. Dès lors, je m'explique. Lorsque vous prenez des prépondérances et vous observez en fait des déséquilibres entre les bulls et les bears par rapport aux contrats options, ça veut dire qu'une seule chose. Comment, tout en prenant des profits, profiter d'une hausse et du momentum? C'est extrêmement simple. Vous allez donc vendre vos bitcoins en spot. Vous les vendez.
Donc vous distribuez, et c'est ce qu'on est en train d'observer, sur des potentiels schémas de wake-off ici, donc on finira de toute manière par les constater. Vous vendez vos bitcoins au comptant, donc vous alimentez éventuellement, ou vous gavez, si vous voulez, BlackRock, Fidelity, Ark Invest, etc. Et vous prenez des contrats options, notamment des calls, pour pouvoir vous couvrir en cas de fort mouvement tendanciel, ou forte accélération haussière. Donc à ce moment-là, vous prenez vos calls, vous les clôturez, vous rachetez vos bitcoins tout simplement et vous n'aurez tout simplement pas perdu cette augmentation. Il y a une deuxième façon de le faire, c'est que vous pouvez même jouer et faire des shorts, donc vous shortez le marché, vous vendez à découvert et vous vous couvrez par rapport à ces shorts de couverture directement aux côtés des contrats options. Dès lors, pile, vous gagnez, face, vous perdez pas. C'est juste formidable. Et ce qu'on est en train d'observer ici, est-ce que c'est plutôt des personnes qui font du short de façon massive ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui vendent tout simplement des tokens de façon assez exacerbée? Et on voit que c'est plutôt des personnes qui vendent des tokens, mais plutôt en spot. Puisqu'actuellement, vu la pression acheteuse, notamment du côté de BlackRock, on parle de près de 200 millions de dollars en moyenne par jour depuis début janvier, partait du principe que le cours aurait dû bien plus se catapulter. Dès lors, il y a de la pression vendeuse, et ce n'est pas de la pression vendeuse sur des contrats à terme. C'est plutôt de la pression vendeuse, notamment du côté du spot. Et ça, on le voit très bien, notamment sur Coinalyse, avec une dégradation extrêmement forte au niveau des CVD. C'est clairement depuis décembre, vous avez une dégradation très franche au niveau des CVD. Donc il y a de la pression vendeuse du côté du spot, tout simplement. Donc voilà. Prenez-le comme vous voulez. Mais techniquement, on est plutôt dans une phase de distribution ici. On retrouvera du wake-off, ce qui permet en fait d'essayer de nous ouvrir des objectifs de prix un petit peu moins valorisés qu'on est en train de l'observer actuellement, pour pouvoir tout simplement acheter des creux lorsque ça ressemblera de près ou de loin à tout simplement une bonne affaire. C'est un petit peu l'idée. L'objectif, c'est d'acheter moins cher. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, toujours du côté des institutionnels, au niveau du CME, au niveau du Chicago Mercantile par rapport au petit gap qui se crée doucement mais sûrement. Vous en avez un qui vient juste de se créer ici. Ce sont des gaps de continuation, et ces gaps de continuation, donc sur les 69 000 $, ça a été fait ce week-end, c'est un gap d'avril. Vous en avez un également précédemment qui n'a pas encore été comblé du côté du mois de mars, et vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus bas, jusqu'ici, jusqu'aux 40 000 $. Alors, est-ce qu'on ira chercher les 40 000 $? Est-ce qu'on ira chercher les 29 000 $? Est-ce qu'on ira chercher les 26 000 $? J'en ai pas la moindre idée. Il faudrait clairement quelque chose d'extrêmement catalysant par rapport au marché. Bon, j'en sais rien, peut-être que BlackRock ne fait pas ce qu'il faut actuellement, il va se prendre une amende de 10 milliards de dollars par la SEC, j'en ai pas la moindre idée, je sais pas. Voilà. On peut imaginer tout ce que vous voulez pour avoir un cataclysme financier. Mais dans l'optique d'une fractale qui se répète très régulièrement dans le temps, c'est que vous avez 9 chances sur 10 de combler ces gaps tôt ou tard. Je vous le dis en toute franchise, vous avez 9 chances sur 10 de combler ces gaps tôt ou tard. La dernière fois qu'on les avait tous comblés d'un seul coup, c'était en mars 2020. Juste ici, on en avait comblé un paquet. Et il y en avait qui étaient restés tout simplement en attente. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas 100% du temps, c'est 9 chances sur 10 de venir combler un gap tôt ou tard. Donc je les laisse ouverts, mais pas forcément sur mon wallet, je les laisse ouverts dans mon esprit pour en fait créer ces gaps ici comme des opportunités tout simplement d'une nuit. Voilà. Et si on commence à venir chercher ces gaps-là, notamment celui de janvier 2024, voire toujours avec une target qui a été désactivée par rapport à des clôtures en trimestriel ici, s'il venait à se réactiver, je pense qu'on irait de façon assez précipitée pour combler ces gaps. Et d'ici la fin de l'année, toujours dans un momentum extrêmement haussier, sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond extrêmement haussière. Donc je ne suis pas baissier sur ce marché, je suis extrêmement haussier sur ce marché, mais censé être constaté que il y a des gaps qui restent ouverts, et ces gaps-là, dans les ranges, on peut bien évidemment les jouer. Alors on peut aller les chercher dans 3 mois, on peut les chercher dans 3 ans, ou on peut tout simplement ne jamais aller les chercher. D'autres se couvriront et s'ouvriront beaucoup plus haut. Mais c'est une fractale qu'il faut prendre en considération, puisque la nature a bien évidemment horreur du vide. Donc continuons à les regarder, et essayons tout simplement de les alimenter dans un scénario qui pourrait être cataclysmique pour le monde de la crypto-monnaie et pour les marchés financiers, puisque sur des événements qu'on ne connaît pas aujourd'hui, donc si on ne les connaît pas, extrêmement difficile à jouer ou à scénariser, mais en revanche, il faut les considérer comme des opportunités. Dès lors, la seule solution, c'est de garder tout simplement du cash. Je continue avec ça et je finirai sur BitGet cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Grayscale supprime Cardano et Cosmo de ses actifs. En somme, Grayscale capitule tout simplement par rapport à ces deux paires-là. Est-ce qu'il y a eu une réaction forte au niveau du cours?
Pas du tout, hein, c'est juste quelques millions de dollars par rapport à un portefeuille. Donc, est-ce que ça va être considéré comme de la securities, pas de l'insecurities? Est-ce que c'est comment ils ont représenté par rapport à cette décision? Plutôt une décision ici d'arbitrage pour peut-être renforcer à droite ou éventuellement soulager à gauche. Je suis très bullish sur ADA, je suis très bullish sur Cosmos et je suis assez content d'observer une forme de capitulation pour dire bah on arrête en fait de proposer à nos clients, même si c'est pas énorme hein, par rapport à Ethereum, ou c'est clairement pas énorme par rapport à Bitcoin, hein, ça doit représenter 0,5% de leur capital, ou même pas 0,3% du capital. Bah, je suis plutôt bullish, parce que ça veut dire que si ça commence à partir, bah, ils y seront pas tout simplement. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, soit dit en passant. Une forme de capitulation, non pas par le prix ici, mais plutôt par le temps. Et alors que Ada Cardano et Cosmos nous proposent des choses extrêmement intéressantes ici, notamment sur des grandes time frames. À Top Cosmos, vous avez eu un magnifique signal ici, plutôt de breakout en mensuel. On peut le voir juste ici par rapport à cette trendline, avec une confirmation. On attend ici maintenant l'acceptation. Regardez cette magnifique trendline baissière. Elle est juste magnifique par rapport à ce canal descendant. Généralement, vous prenez des ratios de 1 pour 1. Les objectifs de cours sont beaucoup plus hauts au niveau de Atom Cosmo. Bah, pour le coup, si on clôture ici en mensuel, c'est extrêmement bullish et on aura une magnifique structure, en tout cas par rapport à ce canal descendant. Et ça, c'est des trucs que vous pouvez déjà observer sur pas mal de nos cryptoactifs préférés qu'on a joués et qui ont déjà eu un momentum extrêmement haussier. Hein, vous pouvez les prendre sur multi-time frame. Quand vous voyez ce type de configuration graphique, généralement, c'est pas très bullish. C'est pas très bearish, pardon. C'est plutôt bullish, évidemment. Si vous voulez avoir une représentation de Grayscale, parce que on peut penser ce qu'on veut de Grayscale avec ces taux à 1,5%, notamment sur les ETF, alors qu'ils étaient 2% et que c'était les premiers à avoir fait en fait ce type de choses, à avoir pris des risques colossaux par rapport au narratif des cryptoactifs dans leur ensemble. Bon, partez du principe que ces gens-là, ils ont 10 ans d'avance à peu près sur le monde. Donc, ne soyons pas arrogants, prenons du recul. Et actuellement, ce qu'il faut juste observer, et moi, ce qui me fait tout simplement réfléchir, ce sont ces premiums qui est actuellement sur beaucoup de cryptoactifs. Et vous les avez sur toutes les cryptos qui sont actuellement détenues par Grayscale. Si vous prenez Basic Attention Token, je suis très bullish, notamment sur Basic Attention Token. Actuellement, c'est un cours qui s'apprécie aux alentours des 2 $. Et sur Grayscale, il est actuellement à 20 $. Il est même monté à quasiment 30 $. Donc vous avez ici, par rapport à la représentation du cours vis-à-vis de la fiducie de Grayscale, avec des premiums qui sont complètement délirants. Dès lors, on peut le prendre comme suit, puisque c'est exactement ce qui était en termes de représentation du côté de Bitcoin tout au long de l'année 2017, 2018, 2020, jusqu'à l'explosion haussière et le magnifique bull run qu'on avait observé. Partez du principe que s'il y a autant de premium au niveau de ces actifs-là, c'est que derrière, ils s'attendent à des explosions complètement folles. Et c'est bien possible que ça arrive, tout simplement, puisque ils vont pas vendre ici. Hein, ils vont pas vendre lorsque c'est en fait sur des premiums à temps par rapport au prix spot, bien évidemment, puisque la pression vendeuse seront de toute manière directement liées par rapport au token natif qui est représenté ici, donc sous gestion, à partir du principe que l'objectif c'est d'envoyer dans la stratosphère. Donc vous les avez tous ici. Moi, on les regarde depuis plusieurs mois maintenant. Et si vous n'avez peut-être aucune de ces cryptos actuellement en portefeuille, donc on peut tous les prendre, au niveau de Filecoin, au niveau de Mana par exemple, au niveau de Link évidemment, au niveau j'ai quoi d'autre, Solana, ici Stellar, Zcash, ils en ont encore du Zcash, c'est très drôle d'ailleurs d'observer qu'ils ont encore du Zcash, puisqu'il y a une guerre sans limite par rapport au token Pre-Basic Coin, donc là où on peut pas voir, entre guillemets, les transactions, etc. En tout cas, c'est relativement difficile. Est-ce qu'il y a du premium là-dessus? On peut regarder ensemble, ça peut être toujours intéressant. Bon, il n'est pas folichon. Moins bullish sur Z4, visiblement, du côté de la fiducie de Grayscale. Mais bon, partez du principe qu'en tout cas, il est toujours listé, à la différence d'Atom Cosmos et ADA, qui viennent tout simplement d'être délistés. Je finis sur BitGet. Oui, parce que c'est quelque chose de très important. L'AMF passe un gros savon à BitGet. Donc, je trouvais ça plus sympa, plutôt que de rappel à la communauté cryptophile que BitGet est sur liste noire. Est-ce qu'il y a un quelconque danger par rapport à nos wallets? Est-ce qu'il y a une quelconque danger par rapport à nos comptes? Non. Dès lors, je reprends en fait la narration que je vous avais présentée lorsque j'ai rentré BitGet en tant que partenaire de la communauté des rois. Extrêmement simple. Si vous voulez créer un compte et profiter des contrats perpétuels futurs, parce que vous avez envie de vous initier au trading sur les contrats futurs, notamment avec des leviers maîtrisés ou du hedging, hedge opposition, pour pouvoir essayer de construire un setup qui vous ressemble et qui vous correspond. Partez du principe qu'il faut le faire avant qu'on commence à se faire shooter par l'AMF. Il faut le comprendre comme ça. J'ai toujours eu ce discours-là. Ça finit par arriver, ça arrive toujours. Et beaucoup y sont passés avant.
Bybit y est passé. Et je vais vous rappeler d'ailleurs que Bybit, je l'avais rentré en tant que partenaire, c'était en juin 2022, et il était sur liste noire. Regardez ça, Bybit. Comme quoi, je suis peut-être un chat noir, soit dit en passant. Vous pourrez le noter, Bybit, on va le regarder ensemble. Donc je me rappelle très bien, vous pouvez reprendre des vidéos, notamment de juin 2022, et Bybit avait tout simplement été mis sur liste noire, me semble-t-il, en mai 2022. Je crois de mémoire. Voilà, le 20 mai 2022. Dès lors, vous avez bien compris que Bybit a quitté la France, juste après avoir quitté l'Allemagne, notamment, et je crois quitté l'Espagne. Un an plus tard. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui Bybit est mort? Non. Est-ce que Bybit aujourd'hui a fait des choses qu'il ne devait pas faire? Non. Je vais aller même plus loin. Bybit a été sur la liste noire de l'AMF avant FTX. Vous voulez rigoler? À votre avis, est-ce que FTX est sur liste noire de l'AMF? À votre avis? Posez-vous la question. Bah, en fait, il n'a jamais été sur liste noire de l'AMF FTX. Vous voyez? Donc c'est plutôt une politique. C'est pas forcément. Il faut pas le voir en fait comme une mise en garde par rapport à un problème type scam ou type arnaque. Parce que regardez, FTX n'y est pas, il n'y a jamais été finalement sur cette liste noire. C'est juste une volonté des autorités françaises, et notamment européennes, d'exclure, ni plus ni moins, que les perpétuels et contrats futurs et tous les contrats dérivatifs sur le sol européen. Mais c'est une très bonne chose, puisque ça permet tout simplement de protéger le consommateur et le spéculateur. Il faut savoir que 90% des spéculateurs amateurs perdent l'intégralité de leur capital en 90 jours. Premier essai. Donc on sait que c'est extrêmement dangereux. Mais le levier, le leverage, l'argent se fait actuellement sur les contrats perpétuels futurs. Donc aujourd'hui, on attaque les échangeurs centralisés parce que c'est assez facile, finalement, de les attaquer. Demain, on attaquera très probablement les DEX, les échangeurs plutôt décentralisés. Mais ce sera beaucoup plus difficile, bien évidemment, pour pouvoir les exclure du paysage, notamment francophone. Donc, est-ce qu'il faut maintenant quitter ou pas BitGet? Alors, vous allez peut-être trouver ça un petit peu étonnant. Mais je pense qu'il faut plutôt être bullish et plutôt se renforcer sur BitGet, puisque si, encore une fois, et je le sais parce que je le vois, que personne en fait ne crée de compte, même un compte qui ne sert strictement à rien, juste le fait de passer la porte et de faire un KYC, pour peut-être dans 1 an ou dans 2 ans pouvoir en profiter, puisque ça reste quand même, il fait partie du top 4 des plus gros échangeurs mondiaux aujourd'hui, avec 20 millions d'utilisateurs, bah autant le faire. Donc je me porte, entre guillemets, comme on peut dire ça de façon extrêmement limpide, je me porte en opposition, pas par rapport à l'AMF, pas du tout, mais plutôt par rapport à la narration qu'on essaye de le vendre, puisque bah, c'est mieux si on souhaite en fait s'essayer ou peut-être s'initier, ou pourquoi pas, parce qu'on en a besoin dans notre trading, que ce soit court, moyen, long terme, bah, créer un compte sur ce type de plateforme pour pouvoir être tranquille. La seule solution pour que BitGet finisse par rester, parce qu'il finira par être jeté de la France évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas l'utiliser, puisque tous ceux qui ont été inscrits avant la date d'exclusion ou de départ, comme Bybit à l'avant, moi j'utilise toujours Bybit régulièrement et j'utiliserai toujours BitGet après, bah, c'est exactement ce qu'a fait Binance. Bah, Binance a tout simplement enlevé les contrats futurs de son application. Aujourd'hui, vous êtes suisse, vous pouvez faire des contrats futurs sur Binance. Je dis peut-être une bêtise, peut-être que ça a changé, mais bon, grosso modo, vous êtes suisse, vous pouvez faire des contrats futurs sur Binance. Vous êtes français, vous ne pouvez pas faire de contrats futurs sur Binance. Donc deux solutions à ça. Soit on quitte la France, et c'est pas forcément une mauvaise chose, soit dit en passant, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément notamment sur ce type de produit, donc c'est très spécialisé, c'est clairement pas la masse, entre guillemets, du retail qui ira sur ces contrats futurs, bien évidemment. Mais si on en a besoin dans notre trading, bah, autant quitter la France, soit trouver une autre plateforme, notamment sur les échangeurs plutôt dits décentralisés. On va continuer à en parler tout au long de ce mois d'avril et tout au long du mois de mai, sur d'autres possibilités de pouvoir utiliser des leviers ou utiliser des formes de hedge position ou de couverture de position, que ce soit sur des contrats options et que ce soit sur des contrats perpétuels futurs, mais plutôt sur des échangeurs décentralisés qui seront évidemment beaucoup plus difficiles à exclure ou à déloger. Donc, je reste fortement bullish sur BitGet, je reste fortement bullish sur Bybit et prenez les tokens surtout d'échangeurs. Je pense que c'est le plus important. Vous prenez BNB aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être bullish sur ces échangeurs centralisés? En tout cas, à partir du principe qu'il y en a qui sont bullish actuellement. Et ça faisait des mois et des mois que notamment sur BNB, on en avait parlé ensemble.
on est nombreux à vouloir en fait secouer Binance, notamment sur des fundings ici plutôt négatifs. Dès lors, beaucoup de vendeurs à découvert sur Binance qui sont en train de littéralement se faire exploser la tronche avec des magnifiques structures en mensuel, voire trimestriel confirmées. C'est extrêmement bullish. Vous allez prendre le petit token, le BGB de BitGet, qui continue. Formidable. Voilà. Ça, c'est pas scammy. Hein. C'est plutôt bullish ici. En tout cas, il y a des personnes qui achètent extrêmement massivement ce type de token. Donc, c'est très bullish. Vous prenez le mantle de Bybit. Alors, c'était à la fin le bit de Bybit. Maintenant, c'est de passer le MNT. Donc, c'est mantle. Voilà, juste ici. Donc, je suis très bullish en mantle. Voilà, c'est juste formidable. Ça continue à exploser. On en avait racheté. Je hold ce truc-là. On est revenu chercher les premières. Il était monté à 2 $. Donc, c'est bullish, tous ces tokens sont bullish pour la simple raison que ces trucs-là font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et si vous voulez le ratio en termes de performance entre le spot et les contrats futurs, alors que les contrats futurs sont 10 fois moins chers en termes de fees que les contrats spot ou au comptant, c'est des ratios de 1 à 10. Donc c'est 10 fois moins cher d'utiliser les contrats futurs et perpétuer le futur pour indexer notre swing trading, notre trading avec un grand T. Et c'est 10 fois plus rentable parce qu'il y a 10 fois plus de volume, tout simplement, voire 100 fois plus de volume sur les perpétuels futurs pour la simple raison que trader sur du spot peut être dangereux. Alors, pas forcément dangereux en termes de scam, mais dangereux en termes de fees, parce que c'est quand même relativement cher, de faire des allers-retours incessants, notamment sur le spot. Donc, personnellement, même sans levier, je me dirige régulièrement, notamment sur les contrats futurs, et c'est exactement ce que j'ai fait sur Litecoin. Par exemple, on avait parlé de ce magnifique trade sur Litecoin. Litecoin, c'est pas du swing spot, c'est du swing sur les contrats futurs. Bon, c'est magnifique, il est en train de nous faire un magnifique truc aussi, lui, tiens. Ça va être juste génial de l'observer. On est dans des très bonnes configurations graphiques. C'est maintenant que le momentum commence à s'échauffer. Et l'AMF rappelle aujourd'hui, par rapport à une forme d'excitation de marché, et c'est tant mieux qu'il le rappelle parce qu'il fait son travail, de pouvoir alerter, de pouvoir sensibiliser. Et ça passe souvent, malheureusement, et peut-être trop souvent, vers de l'exclusion plutôt que de la prévention. Donc je fais de la prévention ici. Je suis très bullish sur les échangeurs, notamment du top 10 mondial actuellement, puisque c'est clairement des business models qui sont extrêmement rentables aujourd'hui, même s'ils sont tous dans les offshore ou dans des paradis fiscaux. Ils voudraient bien être en France, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Je suis sûr que si vous aviez 4% d'impôts en France, tout le monde serait en France aujourd'hui. Hein. Tout le monde part à Dubaï, et c'est pour des raisons bien évidemment fiscales. On ne peut pas aujourd'hui s'imputer pour être... comprenez-le comme ça, comme une forme la fiscalité est considérée aujourd'hui comme de la concurrence déloyale, évidemment. Donc, mais il faut imposer, je pense que c'est pas complètement impossible d'imposer des sièges sociaux en France pour pouvoir utiliser le marché français, etc. Moi, je suis plutôt bullish par rapport à ça. Mais il faut aussi laisser, bien évidemment, d'autres personnes qui ont la chance et qui pourraient avoir la chance de pouvoir devenir de superstars ou des GAFAM de la cryptoactif et pouvoir, bien évidemment, s'exprimer et ne pas être pressé par une pression fiscale un tout petit peu trop exacerbée. Et ça commence souvent que trop comme ça, notamment sur le sol européen. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de retard, mais c'est une opinion très personnelle. Mais c'est pas grave. Partez du principe que le monde est grand, et aujourd'hui, les télécommunications et notre capacité à pouvoir migrer à la fois l'information et les êtres humains à travers la planète, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment engager et encourager pour pouvoir en fait tout simplement faire jouer la concurrence. Il faut vraiment le prendre comme ça. Hein. On peut quitter un travail, à partir du principe que quitter un pays, c'est exactement la même chose que faire jouer la concurrence. Si vous voulez nous garder, faites en sorte de nous garder, bien évidemment. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Donc, je n'ai aucune inquiétude sur BitGet actuellement. C'est juste une suite logique par rapport à un processus qui a été engagé depuis maintenant plusieurs années par les autorités des marchés financiers. Ils font leur travail, ils le font d'ailleurs correctement pour pouvoir faire plutôt, au-delà de la prévention, mais plutôt de la restriction. Mais chacun a sa méthodologie, bien évidemment. Hein. Je pense qu'ils y réfléchissent au quotidien. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur pour nos fonds, puisque, encore une fois, FTX n'a jamais été inscrit sur liste noire. Et hormis nous faire sourire, je ne vois pas trop ce que ça pourrait faire. Mais je ne jette pas du tout la pierre à l'AMF. Je pense qu'elle fait son travail correctement et il faut continuer à le faire. Et le monde est grand et si on veut éventuellement s'expatrier ou s'exiler, c'est complètement possible de le faire, bien évidemment. Maintenant, si vous avez besoin d'une alternative
à ce moment-là, je suis partenaire Swissborg. Et Swissborg, pas de contrat dérivé, ça reste du spot, complètement du spot, pour des investisseurs moyen à long terme. Ils sont PSAN, ils sont même enregistrés en Estonie, ils sont enregistrés en Amsterdam, ils sont enregistrés partout en Europe. Je pense que si vous prenez le pédigré de Swissborg aujourd'hui par rapport à des enregistrements et des agréments qu'ils ont, par rapport à leur ségrégation de comptes, etc., je pense que Swissborg, il arrive pas loin en tête au niveau mondial de la légalité par rapport à leurs produits, notamment cryptoactifs. Donc je suis extrêmement bullish également sur Swissborg. Tout ce qu'ils le font, ils le font plutôt bien jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant. Ça fait plusieurs années que je les suis aujourd'hui, et je les ai référencés au sein de l'académie, et notamment au sein de la communauté des rois. Ça, c'est clairement la meilleure alternative par rapport à ce qu'on peut éventuellement prétendre vis-à-vis de BitGet. Dès lors, soyons malins. Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Si aujourd'hui vous utilisez des contrats futurs, vous pouvez mettre ce que vous avez besoin pour pouvoir trader sur BitGet. Si vous êtes un gros investisseur et que vous mettez des dizaines de milliers d'euros sur des échangeurs plutôt centralisés, multipliez-les. Prenez-en 5, prenez-en 6 et des PSAN de préférence. Binance, Bitpanda, Swissborg. Prenez des PSAN, et vous avez beaucoup d'ailleurs de startups françaises qui sont aujourd'hui des PSAN et qui proposent du revenu passif et de l'investissement passif sur pas mal de plateformes. Alors oui, il y a les fees qui sont importants. On parle de Envasys, on parle de Trade Republic, on parle de je ne sais plus trop qui aussi en termes de banques aujourd'hui plutôt fintech qui proposent maintenant la possibilité de pouvoir spéculer sur des cryptoactifs en custodial. Eh ben ma foi, pourquoi pas les utiliser? Aujourd'hui, ça va dans le bon sens, donc accompagnons-le. Et si maintenant BitGet ne veut pas se plier aux règles de la loi française, ils partiront tout simplement. Mais ils partiront avec mon wallet, et je suivrai tout simplement mon wallet parce que j'aurai toujours un accès au wallet. Il n'y a pas de rétroactivité, notamment sur les lois françaises, il faut le savoir, vis-à-vis d'une décision juridique. Ça n'existe pas, la rétroactivité. Ce qui n'est pas illégal aujourd'hui, qui pourrait devenir illégal demain, ne peut pas être condamnable dans le passé. J'espère que j'ai été clair en vous expliquant cela. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.